Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous, même si nous aurions souhaité nous adresser à vous beaucoup plus tôt. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures. Alors, nous avons première rubrique, le petit-déj. Madame Rachel Kambou est notre invitée. Nous allons parler des différentes sortes de bouillies pour le jeûne musulman. Par la suite, monsieur Jean-François Yoman, qui est déjà en studio. Il est coach en développement personnel et va nous aider à comprendre et interpréter la méchanceté. Les gens sont méchants, c'est un constat. Maintenant, comprendre et interpréter, il va nous aider à y arriver. Monsieur Yaoun Cho, qui est notre consultant expert en sécurité informatique, va nous expliquer la localisation de l'expéditeur d'un mail. C'est tout à fait possible d'identifier l'expéditeur et de le localiser surtout d'un mail. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Et puis pour conclure, Madame Irie Loucolette, qui est présidente de la FENASCOVICI, sera parmi nous pour nous parler du monde agricole et puis de leur dernière actualité. Voilà pour le contenu qui va nous tenir jusqu'à 8 heures. Cela dit, cela sera ponctué de la présence de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Voilà, Madame Campo Rachel, bonjour. Bonjour, Marie. Vous avez un sujet vraiment d'actualité. Oui. C'est pour très bientôt, Oui. le jeûne musulman. Oui. Et vous nous proposez différentes variantes Oui. de bouillie. De bouillie, venant des produits céréaliers. Voilà. Au niveau dans ma région, la région de Bunkani, nous avons 3 différents produits céréaliers. Nous avons le maïs, le sorgho et le mil. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons au petit-déj différentes préparations. Oui. Voilà, découlant de ces produits céréaliers. Maïs, sorgho, mil. Sorgho, mil et maïs. Et maïs. Voilà. Et il faut dire que pour lutter contre le vieillissement, les produits céréaliers sont d'une grande importance dans notre alimentation. Là, il faut le souligner. Donc, nous commençons par le premier produit, la première préparation qui est le maïs. Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le maïs fait en bouillie de 2 sortes. Voilà. Et il faut dire que le maïs peut être dégusté à même l'épi. Oui. Voilà, la bouillie, un peu salée, peut être dégusté à même l'épi. Le maïs peut être dégusté en bouillie ou en taux, accompagné d'une sauce, bien sûr. Gombo, potassé. D'accord. Voilà. Et donc, concernant le maïs, toujours, vous savez que le maïs, il y a de la vitamine B1, B2 et B3 dans le maïs. Et il y a la vitamine C, voilà, dans le maïs, qui joue un rôle très important dans l'organisme. Voilà. Et qui va même au-delà de ses propriétés antioxydantes. Voilà. Mais ce que je peux dire pour le maïs. En ce qui concerne le maïs, comment on prépare le maïs pour la bouillie? Bon, pour la bouillie, j'ai présenté 2 différents plats. Vous avez le maïs concassé. Oui. Voilà, le maïs concassé. Vous n'avez qu'à vous piler et pendant ce temps, votre eau citronnée est au feu. Et après avoir fini de bien laver, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cailloux dedans, avec la calebasse à grande eau, vous pouvez maintenant renverser. Quand l'eau bout, vous renversez et vous tournez. Et ça vous donne la bouillie de maïs concassé. D'accord, c'est concassé. Voilà, c'est concassé. Maintenant, vous pouvez aussi faire la farine de maïs. Voilà. Et quand c'est bien sec, vous faites des granulés. Voilà. Des granulés qui donnent ça. D'accord. Voilà. Et après, toujours votre eau citronnée qui est au feu. Et quand ça commence à bouillir, vous prenez les granulés, vous mettez dedans et vous avez une bouillie. Et comment on obtient la poudre de maïs? La poudre de maïs, c'est le maïs normal. On décortique pour enlever la peau qui est dessus. Et quand on finit, on le lave très bien à grande eau. On l'envoie à la machine. Quand c'est au village, jusqu'à aujourd'hui, les femmes l'oublient, elles le font. Elles l'écrasent pour avoir de la farine. Mais quand c'est en ville, bon, nous avons quand même quelques matériels pour essayer d'alléger. Voilà, en poudre. Voilà. Et quand c'est en poudre, vous n'avez qu'à mettre ça au soleil. Quand c'est bien sec, vous faites votre eau, votre bouillie. Voilà. D'accord. Mais quand vous dites qu'on enlève la peau, vous parlez de l'épi, le maïs? Non, le maïs même. C'est-à-dire quand on enlève le maïs, quand on le décortique, il y a une autre peau qui va sortir. Oui, d'accord. Oui. C'est facile à enlever, ça? Oui, c'est facile quand on le pile. D'accord. Oui, Donc, quand en fait, on le concasse?
Et puis on enlève la peau. Non, on ne le concasse pas. Dans le mortier, on asperge d'eau justement pour ne pas que ça se casse. Et quand vous pilez ça, vous allez voir qu'il y a une peau qui va sortir. D'accord. La même chose comme l'haricot. Voilà, il y a une peau qui va sortir et après vous séparez cette peau-là du maïs même qui reste toujours intacte. D'accord. Voilà, qui reste toujours intacte. Très bien. Concernant le maïs. Donc vous avez la bouillie. Bon, ça dépend tout un chacun. D'autres peuvent boire avec le miel. Voilà, comme avec le sucre. Voilà. Oui, donc la bouillie de maïs. Oui, mais ce qui est beaucoup plus répandu, je pense que c'est cette première bouillie là. La bouillie de mil. Le mil. Oui, le mil gris. Parce qu'il y a le mil rouge et il y a le mil gris que tout le monde connaît. D'accord, donc le gris est beaucoup plus connu. Le gris est beaucoup plus connu. Pourtant, moi, ce que je peux conseiller aux Ivoiriens, c'est de consommer parmi ces 3 produits-là, le mil rouge. Le mil rouge est beaucoup plus riche en protéines, voilà, qui joue 3 rôles dans l'organisme. Il y a, comme on appelle, le rôle... il y a le rôle parce que ça contient des protéines. Oui. Voilà, ça contient des protéines. Et il y a le rôle énergétique. Voilà. Il y a le rôle fonctionnel. Voilà. Et il y a le rôle de construction. Voilà. Et donc, au niveau du rôle, ce que je peux dire du sorgho, le mil rouge, les protéines sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Voilà, ça c'est le côté énergétique. Parce que ça donne... il y a de la vitamine et puis même quand tu es anémie, le sorgho est bon pour les bébés. Vous pouvez en faire de la farine, le même procédé que le maïs. Mais seulement là, on ne le décortique pas. Vous le lavez très bien. Toujours, il faut débarrasser les produits des impuretés. Et vous l'envoyez à la machine. Quand c'est pilé, c'est vraiment, ça devient de la farine. Donc avec cette farine-là, on peut faire du thau, qui devient du thau rouge. On peut faire de la bouillie. Et moi, j'ai préféré présenter une bouillie. Je n'ai pas fait de farine. C'est-à-dire directement, j'ai concassé, voilà, pour un petit grain. Et voilà, la bouillie qui est là. Qui est vraiment, j'invite les Ivoiriens. Le sorgho gris, le sorgho, le mil rouge et le mil gris. Voilà, donc le mil rouge, on peut le faire aussi en 3 manières. C'est-à-dire le thau, le mil qui devient granulé, comme le maïs, et puis directement le sorgho. Et comme je le disais tout à l'heure, le sorgho aussi a un rôle de construction. Elle participe à la création. Du mil ou du sorgho? Le mil rouge, appelé le sorgho. D'accord. Donc mil et sorgho. Mil rouge, voilà. Le mil rouge, c'est ce qu'on appelle le sorgho, qui est aussi utilisé pour faire le tchapalo, la boisson locale que tout le monde connaît. Voilà, c'est le mil rouge. Donc, c'est vraiment bon ça permet à la création dans tous les tissus vivants dans l'organisme, ainsi qu'au renouvellement de la peau, des cheveux et des ongles. Ça concerne le mil rouge. Voilà, donc en faisant le thau, tu peux le manger avec une bonne sauce feuille, dard, voilà. D'accord. Voilà. Et tu peux l'utiliser avec le miel ou bien le lait de vache au village, ou bien tu prends le lait dans le supermarché. Lait concentré, non sucré. Non sucré, voilà. Ça va avec. D'accord. Alors, on va faire une pause avant de poursuivre avec vous. D'accord. Oui, il est 7h passé de quelques minutes, mais bon, on sont toujours dans la tranche horaire de la page de publicité. On se retrouve juste après. Sous le parrainage de M. Thiemo Koyade Koulibaly, premier vice-président du Conseil économique et social, avec l'appui de ONU Femmes et du Conseil économique et social, et la collaboration des agences du système des Nations Unies, le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, RESFECO, organise la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du mécanisme des femmes de Côte d'Ivoire pour la recherche de la paix et la stabilité. Le jeudi 18 juin 2015 à 10h à la salle des plénières du Conseil économique et social 6 à Abidjan, Plateau. Le ministre Mamadou Sanogo, président du comité d'organisation de la visite d'État du président de la République dans la région du Bafing, invite tous les élus, cadres et ressortissants du Bafing à une importante réunion qui se fera en présence des préfets des 3 départements du Bafing, date mercredi 17 juin 2015 à 16h à l'hôtel du district Abidjan Plateau. Tous les fils et toutes les filles du Bafing sont attendus.
À l'occasion de la visite du vice-premier ministre du Portugal en Côte d'Ivoire, le CEPICI organise un forum économique ivoiro-portugais le jeudi 18 juin 2015 à 9 h au centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères à Abidjan. Opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, ce forum vous offre l'opportunité de prospecter de nouveaux marchés et de nouer des partenariats d'affaires avec le secteur privé portugais. Ce forum économique ivoiro-portugais est votre rendez-vous d'affaires. Inscrivez-vous auprès du CEPICI. Date limite d'inscription le 16 juin 2015. Nos contacts 20 30 68 68 20 31 14 00. Fax 20 31 14 09. www.cepici.gouv.ci. CEPICI, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Monsieur Lucien Tapé-Mambo, président de l'Union des ONG de Côte d'Ivoire, invite l'ensemble de la société civile ivoirienne, à savoir les responsables des ONG, les syndicats de toutes sortes, membres de UGTCI, Dignité, FESACI, etc., les associations des chefs religieux et traditionnels, de jeunes et de femmes, membres de la société civile ivoirienne, à une importante rencontre le jeudi 18 juin 2015 à la salle des conférences de la Caisse de stabilisation de 10 h à 16 h sur le thème Processus électoral 2015, participation de la société civile ivoirienne. Confirmation au 22 41 47 43 et 22 41 52 64. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivant en Côte d'Ivoire, afin d'éviter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les effondrements de bâtiments à l'occasion des fortes pluies, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vous invite à libérer sans délai toutes les habitations présentant des risques d'effondrement ou les signaler à ses services au contact suivant 20 21 38 25, 20 21 48 18, 02 44 66 03. Ensemble, préservons les vies humaines. www.construction.gouv.ci. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci d'être avec nous depuis le début de cette matinale. Elle s'appelle Madame Rachel Kambou. Elle est notre personne ressource en ce qui concerne la rubrique Petit-Déj. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui des différentes possibilités en ce qui concerne la bouillie, eu égard au début du jeûne musulman. Elle nous propose 3 déclinaisons, à savoir la bouillie à base de maïs, la bouillie à base de sorgho et la bouillie à base de mil. Voilà, donc c'est le mil rouge que l'on appelle en fait le sorgho. Donc j'ai bien retenu la leçon. Oui. Très bien. Et ça a l'air, c'est vrai que c'est très différent, on n'y pense pas forcément. On est tous plus ou moins habitués à une variété, donc la bouillie de mil, mais il y a des déclinaisons qui, ma foi, paraissent tout aussi bonnes. Tout à fait. Très bien. Donc c'est pour ça que j'incite et j'invite les Ivoiriens à s'approprier voilà, la bouillie du mil rouge. Voilà, il ne faut pas qu'on voit seulement le mil rouge égal à la boisson locale qu'on appelle le Djapalo. Parmi ces 3 produits céréaliers, vraiment je conseille le mil rouge, surtout parce qu'il est bon, il est riche, il est plus vitaminé, voilà, il y a beaucoup de rôles qu'il joue dans l'organisme voilà, de l'homme. D'accord, donc ça c'est d'un point de vue apport. Oui. Mais d'un point de vue goût, quelle est votre préférence? C'est mon préféré. Ah bon? Le sorgho, oui. Le sorgho, surtout quand il est fait en taux. Le taux, il est rouge, donc tu vois qu'il est différent, tu n'es pas habitué. Et il est très nourrissant. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé pour les bébés. Okay. C'est-à-dire tu as ton bébé qui vient de naître, qui ne mange pas, qui est affaibli. Vraiment, je conseille le mil rouge, la farine de mil rouge. Là, il faut le griller parce que c'est un bébé. Pour que ça puisse passer, il ne faut pas que ça lui crée des problèmes. Donc, il faut le griller pour que ça soit sec. Et puis, tu fais une légère bouillie et tu lui donnes. Tu vas voir que ton bébé va commencer à grossir. Il va avoir de la force. Il sera vraiment, il sera en pleine forme, tout ça. Et quand le bébé aussi, il est anémié, le mil rouge est conseillé. Voilà, il est conseillé pour donner une bonne santé au bébé. D'accord, très bien. Alors, vous avez dit un truc qui m'interpelle, le bébé va grossir. Donc, ça veut dire que ça fait grossir? Oui, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas l'appétit. Pour quelqu'un qui n'a pas l'appétit, c'est bon. C'est bon, c'est conseillé le mil rouge. Et si celui qui veut grossir aussi, ça ne te fait pas grossir tout de suite. C'est si tu en abuses, parce que à force de le prendre, il est nourrissant. Donc, il faut vraiment contrôler les excès. D'accord, contrôler. Je me mets dans le cas de figure de la dame, parce que généralement, c'est par coquetterie, bien pour des problèmes de santé, mais la personne veut vraiment faire le jeûne.
Donc, quand c'est comme ça, l'idéal, c'est de pouvoir perdre un peu de poids aussi. Oui. Surtout pour pas mal de femmes. Voilà, donc c'est vrai que pendant le mois de jeûne, on perd du poids, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même nourrir l'organisme. Il faut apporter pendant le mois de jeûne à l'organisme tous les éléments nutritifs qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc c'est pour ça qu'on mange tôt. Donc tu fais toute une journée sans manger. Et si tu ne manges pas ce qu'il faut, c'est pour ça que je dis toujours, il faut penser ce qu'on mange. Il ne faut pas manger ce qu'on pense. C'est-à-dire quand tu manges, tu as un plat devant toi, qu'est-ce qu'il va apporter à mon organisme? Est-ce qu'il y a tous les éléments dedans qui, même si je fais toute une journée sans manger, je n'aurai pas le vertige, je ne serai pas malade. Le soir, je vais couper mon jeûne sans problème. Je suis diabétique, mais je n'aurai pas de problème. Voilà. Donc, il faut penser ce qu'on mange. Et c'est pour ça que je conseille le mil rouge qui est très riche, qui est vraiment bon pour... Voilà. Il ne faut pas se concentrer toujours sur le mil gris. Il faut changer. D'accord, très bien. Et vous privilégiez également le fait que ce soit accompagné de miel? Oui, de miel, puisque tout le monde connaît les vertus du miel, voilà, les bienfaits du miel. Donc moi, je préfère. Maintenant, pour ceux qui veulent le sucre, ça c'est à la préparation. Voilà, à la préparation. Et je crois que j'oublie de dire que c'est avec de l'eau mélangée avec du tamarin, qu'on appelle le tomi. Ah bon? Oui, c'est pas avec de l'eau simple. Pour faire le sorgho, la bouillie de... Attendez, déjà, le maïs, j'ai retenu que c'est de l'eau avec du citron. Voilà, c'est différent. Voilà. Oui. Donc ici, c'est de l'eau délayée avec du tamarin là-dedans. Okay. Et vous tamisez pour ne pas enlever toutes les saletés. Et vous mettez au feu directement. Et quand ça commence à bouillir, vous avez vos grains de sorgho concassés ou bien votre farine de sorgho granulée. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le sorgho. Et pour le mil? Pour le mil, c'est la même chose. C'est de l'eau avec du tamarin que vous mettez au feu. Et quand vous finissez, en temps que vous avez fait soit vos granulés de mil gris, ou bien vous pouvez le faire la même chose comme le sorgho. En fait, c'est la même préparation. D'accord. Voilà, c'est la même préparation. Ou bien vous faites votre eau aussi de mil. Là, c'est une couleur grise. C'est très avec la sauce haricot, avec la sauce gombo, voilà, ça passe. Tout passe. Ça passe. Parce que le mil, il est très nutritif, recommandé aux enfants, aux personnes âgées, même quand tu es en convalescence, c'est aussi recommandé, et pour le mois de jeûne. Voilà. Donc au passage, je fais un coucou à ma fille et lui souhaite bon mois de jeûne. Et à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas dans le cas, mais vous conseillez et vous faites la promotion de ce que l'on a comme potentialité ici. Richesse agricole au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont riches. Nous avons des produits locaux naturels que nous pouvons avoir facilement et utiliser. Voilà. Rachel Kombo, merci en tout cas d'être venue. Vous souhaitez communiquer un téléphone, madame? On peut me joindre au 47 19 92 39. Merci à vous d'être venue. Merci beaucoup. Très bien. Nous avons des spots à vous proposer et nous allons poursuivre le cours donc, de cette matinale. À tout de suite. On utilise les feuilles, on les écrase en pâte crue et puis on y ajoute de l'ail pour des plaies purulentes et les plaies cancérigènes qui tardent à se cicatriser. Pour toute personne qui a des enfants ou alors des nourrissons, il faut utiliser cette eau-là qui vient de la source des feuilles de riz pour permettre à l'enfant d'être effacé totalement des cas de varicelle et de rougeole. Pour un demi-verre de l'eau de riz bouillie, là, on met 2 cuillères à café de miel et on remue, on donne ça aux nourrissons. Ça permet à l'enfant de prendre du poids et puis d'être fort. Le riz est un médicament naturel. Merci de partager avec nous la chaleur des ondes et aussi les bienfaits de la médecine par les plantes. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. Il y a soirée ici. Mais pourquoi tu te passes avec elle? Comment je ne me passe pas avec elle? Quand j'ai vu ça là, j'ai dit bon, j'ai pris mes bagages, je suis allé à l'aéroport Charles de Gaulle. Ah mais c'était où? Enfin, tu vas faire les trucs là-bas, on va partir.
commencé. Je ne suis pas dégandé. On s'éclate, c'est ce vendredi à 21h sur RTI 1. D'accord. Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Nous allons ouvrir notre rubrique en ce qui concerne le fait de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Madame Banogo. Sanogo. Ah, Madame Sanogo Porquet Salimata est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, Mariam. Vous êtes présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes de la CEDEAO. Oui. Et vous venez dans le cadre d'un atelier de haut niveau sur le leadership pour l'implication des femmes dans les instances de décision et des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors ça, c'est une mission noble et complexe. On vous écoute. Merci, Mariam, de me recevoir sur ce plateau. Et je voudrais tout de suite remercier ONU Femmes qui nous permet d'organiser cet atelier de haut niveau. Le Conseil économique et social à travers son premier vice-président, M. Tiemoko Yade, qui est un monsieur qui est vraiment intéressé par le genre et surtout la promotion du genre. En effet, nous sommes ici pour parler du leadership et de la consolidation de la paix et des organisations apaisées. Le leadership, la pleine participation des femmes dans les instances de décision. Vous savez que en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font, mais il y a beaucoup qui reste à faire en ce qui concerne la participation des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. Alors c'est à ce fait que nous avons décidé d'organiser un atelier de haut niveau avec donc, comme je le disais, l'appui de ONU Femmes et également la contribution du Conseil économique et social. Et cela a pour objectif, n'est-ce pas, la formation des femmes afin de renforcer leurs capacités pour contribuer et apporter leur influence accrue dans les décisions. Et donc cet atelier commence aujourd'hui. Ce matin, nous allons procéder à l'organisation de l'atelier avec 100 femmes de tous bords, c'est-à-dire des femmes politiques, les femmes des organisations de la société civile, les femmes du milieu rural qui sont arrivées depuis hier soir et sont logées dans un hôtel par nos petits soins. Et nous avons également toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire. Mais en fait, la formation va bénéficier d'abord à 100 femmes et ensuite nous allons aller à l'intérieur du pays pour continuer la sensibilisation. Et qu'est-ce que nous voulons aboutir à quoi? Notre objectif est de mettre un mécanisme de concertation en place dans lequel les femmes vont toutes se retrouver sans exclusif. Nous avons beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Nous n'arrivons pas à faire avancer la politique du genre. Pourquoi? Il y a beaucoup d'organisations qui existent, mais nous allons en rang dispersé. Et c'est ce qui nous pose vraiment beaucoup de préjudices. Nous sommes le réseau régional paix et sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO. Nous avons mis ce genre de mécanisme dans d'autres pays, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est la première, au Nigeria, édition, etc. Oui, en Côte d'Ivoire, ça va être la première édition parce que nous essayons de faire comprendre aux femmes qu'il faut qu'elles mettent un agenda en place, n'est-ce pas? Un agenda qu'elles mettront en œuvre, c'est-à-dire un agenda commun, ce qui est très important. Très bien. Vous avez les femmes de la CEDEAO qui participent, mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous avez à peu près combien de participations? Aujourd'hui, nous avons identifié 100 organisations pour participer à l'atelier. Et donc cet atelier aura lieu du 16 au 17. Donc aujourd'hui et demain. Et le 18, nous allons faire le lancement de cette alliance, mais après que les femmes aient mis dans un agenda le contenu de ce qu'elles veulent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à nous de décider. Ce n'est pas aux agences des Nations Unies de décider. Ce n'est pas aux différents partenaires de décider. Ce sont les femmes ivoiriennes elles-mêmes, si nous voulons pérenniser la chose, qui devraient décider, n'est-ce pas, de leur agenda.
Et ensuite, elles vont mettre en place une feuille de route parce que les agences des Nations Unies nous accompagnent et ces agences font beaucoup pour nous. Là, par exemple, pour organiser cet atelier, c'est ONU Femmes qui nous a financé pour que nous puissions regrouper, n'est-ce pas, toutes les femmes leaders de Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent s'exprimer d'une voix. Parce que à chaque malheureusement, on va devoir conclure. Oui, parce qu'à chaque fois, les femmes s'expriment individuellement par organisation. Et ce mécanisme va permettre aux femmes ivoiriennes de s'exprimer d'une seule voix. Lorsqu'une organisation a une thématique et qu'elle veut l'exprimer, toutes les autres femmes se mettent ensemble pour exprimer d'une voix, pour que la voix des femmes ivoiriennes soit vraiment entendue. Et pour les élections, les femmes vont suivre ensuite le processus électoral pour que nous ayons des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne d'autre que les femmes pour pouvoir amener vraiment la Côte d'Ivoire à la fin. Donc le rendez-vous est pris pour aujourd'hui et demain. Pour aujourd'hui et demain, pour celles qui viennent pour la formation, elles sont déjà identifiées, elles se reconnaissent par ma voix. Maintenant, le 18, nous demandons à toutes les femmes, à tous les hommes, parce que le 18, c'est ouvert à tout le monde. Le 18, à partir de 9h, il faudrait que la cour du Conseil économique et social soit vraiment bondée de monde, parce que le président Tiemo Koyade, qui tient vraiment à la promotion de la femme, parce que c'est la seule institution qui regroupe 33% de femmes. Et nous voudrions que cela soit dupliqué, n'est-ce pas, dans toutes les institutions et même dans le secteur privé. Donc je continue de remercier ONU Femmes, les agences des Nations Unies et également les partenaires qui sont arrivés du Sénégal, tels que Gorée Institute, pour nous apprendre les techniques. Madame Poquet, on est obligé de conclure. Oui, et l'UNOA également qui est là. Et nos amis qui sont arrivés de l'extérieur, tels que la Guinée-Conakry. En tout cas, je vous dis encore merci pour votre attention, mais j'invite la presse à nous accompagner. Vous souhaitez donner un téléphone? Mon téléphone, c'est le 07 89 71 95. Et ce matin, l'activité aura lieu au Conseil économique et social. Et le 18 également, le lancement se fera au Conseil économique et social, parrainé par M. Tiemo Koyade, président du Conseil économique et social. Merci. Je vous remercie. Alors, nous allons poursuivre avec nos personnes ressources. Notre coach en développement personnel, qui est M. Jean-François Yoman. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marielle. Le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre et interpréter la méchanceté. Alors, c'était un constat. Je me souviens qu'on en discutait il y a deux semaines. Exactement. Et on avait identifié parmi les mots, donc, la méchanceté. Oui, les gens sont méchants. Et on le dit souvent. On le dit souvent. On dit, non, bon, c'est vrai qu'on le restreint à l'homme noir, mais c'est général. C'est l'homme dans vraiment sa globalité. C'est exactement. Exactement. C'est parti d'un constat. Et je pense que ce matin, nous allons vraiment essayer de décortiquer un tout petit peu et comprendre les actes de méchanceté. Qu'est-ce qui peut justement justifier que les hommes ou les gens en général soient aussi méchants, parce qu'on le constate. En fait, il y a un dictionnaire en fait de la méchanceté dans les fouilles que j'ai pu réaliser. Ce dictionnaire-là définit la méchanceté en fait comme l'entortillement de l'esprit, comme je le disais il y a 2 semaines. Mais en réalité, la méchanceté, c'est tout ce que l'on fait de mal, volontairement ou involontairement, à quelqu'un. Donc, en partant de cette définition-là, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs catégories en fait de méchants. Et on va essayer peut-être de voir, avec la complicité de la régie, j'ai essayé de faire vraiment une image qui permet de comprendre en fait quelle est la zone du cerveau qui est mise en relief lorsque des actes de méchanceté commencent à fulminer à l'intérieur de nous. Et Mariam, c'est extraordinaire. En réalité, nous avons 3 types en fait de fonctions à l'intérieur du cerveau. Il y a le cerveau reptilien qui est le cerveau des instincts grégaires, de la méchanceté, etc. Il y a également ce qu'on appelle le cerveau limbique qui est le cerveau des émotions, des sensations et des désirs. Et puis, on a le cortex, n'est-ce pas, qui est la partie la plus importante, qui est l'intelligence, la créativité, la solidarité, etc. En réalité, Mariam, le cerveau au niveau reptilien, c'est là que se passe tout le problème en réalité. Reptilien, ça donne une idée de reptile, n'est-ce pas? Voilà, donc la plupart des personnes qui réagissent de façon méchante, en fait, cette partie de leur cerveau est beaucoup plus développée, beaucoup plus active. En réalité, dans cette zone
zone précise du cerveau, il se produit une hormone qu'on appelle l'oxytocine. Cette oxytocine, c'est l'hormone du bien-être. Cette hormone-là se produit en quantité lorsque vous recevez des câlins, lorsque vous recevez de bonnes paroles, lorsque vous recevez des attentions. Ce qui veut dire, par voie de conséquence, qu'une personne qui manifeste de la méchanceté est une personne en manque d'oxytocine. Alors, Mariam, quand j'ai découvert cela... Oxytocine, ça c'est bon à savoir, oui, ça. C'est une hormone qui est très importante. Et lorsque, par exemple, un enfant en manque, par rapport parfois au contexte familial, où il n'a pas ses deux parents, etc., il peut développer à l'âge adulte ou même dans sa progression une proportion à la méchanceté qui est pratiquement injustifiée parce qu'il est en manque de quelque chose. Ce qui nous amène à comprendre que finalement, il y a des méchants qui le sont, mais qui le sont de manière pathologique. Justement, mais c'est la synthèse à laquelle vous êtes en train de nous emmener. D'abord, rien que le fait de parler de cortex reptilien, est-ce à dire que les reptiles sont méchants? En fait, quand on parle de cortex reptilien ici, c'est de montrer le côté animal en réalité, qui est en chacun de nous. C'est en fait, si vous voulez, la partie de notre cerveau où nous réagissons beaucoup plus par instinct. L'instinct de survie, l'instinct de protection, etc. Mais en réalité, chez le méchant, il ne cherche pas forcément à tenir compte de ce qui va vous faire à vous. Il ne pense pas à cela. Le méchant, lui, son objectif, c'est de vous faire mal et de s'assurer que son objectif a bel et bien été atteint. Mais en réalité, il cherche à se protéger. Il a cette partie du cerveau qui est plus développée. Qui est plus développée. Donc, vous nous expliquez que ce n'est pas volontaire. Parce que ça peut l'être. Ça peut l'être aussi. On va voir dans notre développement que il y a la première partie en fait qui est justifiée par cette partie donc du cerveau là qui est beaucoup plus mise en avant parce que cette personne n'aura pas obtenu l'oxytocine nécessaire justement pour être quelqu'un qui va réprimer son instinct de méchanceté. Parce que de manière instinctive, chacun d'entre nous a une ou deux fois ou quelques fois réagi de façon méchante à certaines situations ou à certaines circonstances. Donc, ce qui suppose que cette méchanceté est en nous. Nous l'avons tous, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la proportion... sommeil, c'est en petite proportion. Exactement. Voilà, maintenant, chez certaines personnes, malheureusement, il n'y a rien pour réprimer justement cet instinct de méchanceté. Et donc, ça va se décliner sur plusieurs aspects. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la méchanceté peut être pathologique. C'est ce que j'ai appelé parfois les personnes qui sont psychopathes, qui vont tuer méchamment, qui vont commettre des exactions et qui ne sauront pas toujours expliquer pourquoi ils ou elles ont fait ces choses. Quand vous regardez par exemple les séries américaines, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui commettent des actes de méchanceté, mais qui sont quelquefois injustifiés. Et dans la démarche, on va se rendre compte que c'est dans l'enfance, etc., etc. Donc, il y a le méchant pathologique. Ce méchant pathologique, il ne sait pas pourquoi il vous fait des actes de méchanceté. En réalité, vous n'êtes pas la première personne à qui il fait du mal. C'est-à-dire que partout où cette personne se retrouvera, elle a un besoin de nuire pour en fait se sentir un tout petit peu bien. D'accord. Alors, maintenant, moi, je vous parle du méchant qui est le plus commun que l'on retrouve, c'est-à-dire qu'on identifie, soit parce qu'il a toujours le visage, ou elle, le visage fermé. Par exemple, on dit non, celui-là, il est tellement méchant. Tu as affaire à lui, non, tu es foutu. Il est méchant, on ne sait même pas pourquoi. On a l'impression qu'il est malheureux, il a le visage fermé, il est désagréable. Il y a ce genre de caricature. Il y a ce genre de caricature. Comme il y a